Alors, il faut savoir que, naturellement, l'uranium a une chaîne de décroissance radioactive. Donc, il y a 4,5 milliards d'années, lors de la création de la Terre, il y a eu une création de cet uranium, et depuis, il a produit par le biais de chaînes radioactives toute une succession, il y a production de toute une succession de radionucléides pour arriver, dans le cas de l'uranium-236, à la fin, au plomb-206 qui est stable. Et les deux schémas montrent qu'entre l'écart qu'il peut y avoir entre l'abondance naturelle de l'uranium et sa radioactivité, donc l'uranium-235 qui est en très faible abondance naturelle, et c'est lui qu'il va falloir concentrer, est le producteur majeur de l'activité naturelle de l'uranium que l'on retrouve après dans l'environnement, soit dans le sol, soit dans les eaux. Alors, la radioactivité naturelle dans les eaux de consommation s'appuie sur la recherche des radionucléides qui, de la façon qu'on a vu la famille de décroissance de l'uranium-238, il y a deux autres familles, il y a la famille du thorium-232 de l'uranium-235 et le potassium-40, comme l'a fait remarquer tout à l'heure votre collègue lors de l'introduction. La radioactivité, c'est un état instable d'un noyau qui donc acquiert une stabilité en émettant un rayonnement. Alors, tous les isotopes de ces trois familles ne sont pas nécessairement présents en solution dans l'eau, et la présence donc, de radionucléides d'origine artificielle atteste la contamination. Donc, il faut la contamination de la source par les activités nucléaires. Donc, il faut avoir une bonne connaissance déjà de l'état initial et des radionucléides naturels pour pouvoir détecter l'origine des radionucléides artificiels. Et en général, les sources en eau profonde ne sont pas contaminées par les radionucléides artificiels. Les radionucléides artificiels, donc là vous avez une liste, je dirais un peu à la Prévert, sachant que les majeurs sont le tritium, le carbone 14, le cobalt 60, le césium 137. Vous voyez que l'industrie nucléaire génère la plupart de cette liste, mais ce n'est pas la seule à produire des radionucléides. Vous avez donc les industries de la défense qui en produisent également, donc notamment au niveau du tritium et du plutonium. Le médical qui utilise beaucoup le technétium 99, notamment pour les scintigraphies ou les injections d'iode pour les diagnostics de thyroïde par exemple. Et puis, bon, l'utilisation un peu divers. Vous pouvez avoir les détections d'incendie, vous pouvez avoir les traceurs, vous pouvez avoir des traceurs à l'industrie ou voir des objets luminescents qui utilisent quelques radionucléides artificiels. Alors, le cas que l'on a choisi de vous présenter est celui du polonium et du plomb, en essayant donc d'avoir une évaluation de la capacité des laboratoires à analyser tous les radionucléides qui sont susceptibles d'être présents dans des eaux. Nous avons donc le cas du polonium et du plomb, qui n'est pas un cas le plus simple, parce que vous voyez que le polonium 210, donc avec une période de 22 ans, produit du bismuth qui, lui, a une période très courte, donc que l'on n'aura pas le temps de voir dans une eau naturelle, voire même artificielle, mais lui, par contre, produit du polonium 210 qui, en 138 jours, produit du plomb 206 stable. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est cette cascade. Vous avez, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez du plomb 210, vous allez obligatoirement avoir du polonium 210 avec une notion d'équilibre, qui existe ou qui n'existe pas, parce qu'il y a un fort écart entre la période du plomb 210, qui est de 22 ans, et celle du polonium, qui est de 138 jours. Alors, les caractéristiques radioactives de chacun de ces radionucléides font que l'on ne va pas utiliser tout à fait les mêmes techniques pour caractériser l'un et l'autre. Il se trouve que le plomb 210 se désintègre donc en bismuth 210 par émissionnement d'un rayonnement bêta, mais surtout une raie gamma à 47 kV. Alors, pour simplifier, le rayonnement gamma est équivalent au rayonnement X, donc il se détecte exactement de la même façon,
La seule différence, c'est que le rayonnement X provient d'une désexcitation au niveau de la couche électronique, alors que le rayonnement gamma provient d'une désexcitation au sein du noyau. C'est pour cela que le rayonnement gamma est caractéristique d'une réaction nucléaire. Et il se mesure par spectrométrie gamma. Donc ici, vous avez un spectre classique de spectrométrie gamma. Le polonium 210, il a cette particularité de se désintégrer par rayonnement alpha. Le rayonnement alpha est un rayonnement énergétique, mais d'énergie beaucoup plus forte que le gamma. Vous voyez que le gamma est à 47 kV. Le rayonnement alpha est d'une énergie beaucoup plus élevée, puisque là, il est à 5,3 millions électronvolts. Et le principe de détection n'est pas le même, c'est-à-dire vous déposez sur une coupelle une solution, vous la faites évaporer, et ensuite vous détectez le rayonnement alpha, qui est en fait des atomes d'hélium, mais cette particularité, c'est d'avoir un spectre nettement moins bien défini que ne peut l'être le spectre de rayonnement gamma, tout ceci étant lié aux conditions d'obtention du signal, sachant que dans le cadre interaction rayonnement-matière, le rayonnement gamma sur le silicium n'a pas la même, permet une meilleure résolution que ne peut être la détection de rayonnement hélium, sachant que aussi la fabrication de la source est un point important sur la qualité finale du résultat d'analyse. Alors pourquoi faire un circuit interlaboratoire? Bon, comme on l'a vu, c'est parce qu'il y a une nécessité de connaître, les laboratoires ont cette nécessité d'être capables de mesurer le polonium et le plomb 210 dans des eaux, sachant que pour la plus grande majorité, le polonium 210 et le plomb 210 ont une origine naturelle, mais ils peuvent avoir une origine artificielle. Alors il faut arriver dans les eaux à combiner les aspects radiochimiques et les aspects chimiques, sachant que le comportement chimique du plomb n'aura pas le même comportement que ceux du polonium. Alors pour organiser ce circuit interlaboratoire, nous avons sélectionné plusieurs eaux provenant de sources naturelles, donc une eau qui provenait du Niger, une eau de Finlande et une eau du Limousin, sachant que dans ce cas-là, les deux premières eaux contenaient polonium et plomb, la troisième eau ne contenait que du radium 226. Alors organiser un circuit, c'est envoyer ces solutions, toutes les mêmes, à différents laboratoires participants. Là, dans ce cas précis, il y avait 17 laboratoires qui participaient. 8 laboratoires étrangers parce que c'était assez rare sur le marché, entre guillemets, d'avoir un circuit interlaboratoire sur la mesure du plomb et du polonium 210. En plus, il se trouvait que, incidemment, même si on le préparait de longue date, c'est tombé en même temps que l'affaire de l'espion russe, Litvinenko, qui avait été donc empoisonné au polonium. Donc c'était assez médiatique à ce moment-là. Donc vous avez les résultats que je dirais standard d'un circuit interlaboratoire, où vous avez cette courbe en S qui est assez caractéristique, avec on demande toujours au laboratoire de nous fournir plusieurs résultats afin de pouvoir faire un minimum de statistiques. Donc les résultats unitaires des laboratoires, la moyenne de chaque laboratoire, ensuite la valeur de référence et la moyenne. La valeur de référence était difficile à obtenir, mais nous avons donc recherché un laboratoire qui était accrédité, c'était un laboratoire belge, qui avait une accréditation et qui était reconnu au niveau international, expert pour mesurer ce type de radionucléides. Après le traitement d'un circuit laboratoire, le traitement d'un circuit statistique, donc vous avez la moyenne générale et vous définissez donc des écarts types de répétabilité qu'on appelle, c'est-à-dire la plus faible variation possible, puis la plus petite variation qui est obtenue entre tous les résultats unitaires, et la reproductibilité qui représente la variation des résultats entre les laboratoires. Donc les activités sont relativement faibles, de l'ordre de 2,5, 2,6
de 6 becquerels par litre, et la dispersion, donc vous voyez, est de l'ordre de 40% pour une répétabilité et du double pour la répétabilité. Ce sont quand même des valeurs d'activité qui sont relativement faibles. Donc les résultats que l'on peut extraire de ce circuit par rapport à une valeur de référence, donc vous voyez l'exemple donné, 6,35, la moyenne n'est pas très éloignée de la valeur certifiée. Par contre, la dispersion donc, de tous l'incertitude obtenue sur la moyenne de tous les résultats est de l'ordre de 5% et 14%. Pourquoi il y a un écart relativement important entre ces deux solutions? Parce que c'est lié notamment à la chimie des solutions. Il y avait une eau qui ne contenait pas de colloïdes, l'autre qui en contenait davantage et qui rendait beaucoup plus délicate la mesure de celle-ci. Alors, qu'est-ce que l'on peut déduire? C'est que pour un premier essai, on n'a pas de grand écart à ce niveau d'activité entre la valeur obtenue par tous les laboratoires et l'activité, la valeur de référence. Alors, la conclusion, c'est que un circuit interlaboratoire, justement dans ce cas d'analyse de traces, dans ce cas où les normes ou les méthodes ne sont pas encore complètement rodées, est un outil d'évaluation qui engage à l'amélioration, parce que, bon, comme on le présentait tout à l'heure, il nous semblait que l'écart à la valeur de référence n'était pas trop important et que la dispersion semblait nous convenir, mais ça reste un jugement. Certains vont considérer que c'est trop, d'autres pas assez. Donc un circuit interlaboratoire permet souvent de faire un état des lieux, et à partir de cet état des lieux peut être un outil d'amélioration. Donc là, on a clairement vu par le circuit interlaboratoire toute l'importance de traiter la chimie de la solution au-delà de l'aspect caractérisation radiologique, parce que la chimie intervient dans la préparation de la source notamment. Ça suscite, pour ceux qui le souhaitent, pas mal de discussions donc, sur les techniques analytiques utilisées, la préparation de l'échantillon. Dans ce cas, on a pu, là, les sources de polonium et de plomb étaient uniquement artificielles, mais dans d'autres cas, cela peut permettre aussi de discriminer entre les radionucléides d'origine artificielle et ceux d'origine naturelle pour permettre d'évaluer l'impact d'une industrie sur l'environnement. Suite donc à ces discussions, ça peut suggérer le développement des méthodes, et on peut considérer que quand la méthode est stabilisée, on peut la promouvoir jusqu'à la norme, sachant que dans le fonctionnement d'un laboratoire, il y a tout le processus d'accréditation, et l'accréditation suggère que la plupart des méthodes utilisées par les laboratoires soient des normes. Dans tous les cas, pour l'animation, le fonctionnement des groupes de travail et la discussion, pour nous, le circuit interlaboratoire donc dans ce cas précis qui peut nous intéresser, donc la présence de radionucléides à l'état de trace, est un sujet très fédérateur. Voilà donc pour l'exposé, en restant ouvert donc à toutes les questions que vous pourriez vous poser, même si vous voulez donc aussi participer à nos travaux, ce sera avec plaisir, donc on pourra vous accueillir.